Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, voici la revue de presse du pôle de Renaissance communiste en France pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Une semaine qui aura encore été riche et chargée, comme nous allons le voir, d'entrée avec l'événement de la semaine. Puisque l'événement de la semaine, eh bien, c'est la trêve entre Israël et le Hamas. Une trêve que l'on devine bien sûr temporaire, mais qui a débuté le vendredi 24 novembre à 6 h du matin pour 4 jours et qui a déjà permis la libération de plusieurs dizaines d'otages aux mains du Hamas. D'ailleurs, notons que ce sujet est le seul qui préoccupe l'ensemble des médias aux ordres, curieusement peu dissertent quand il s'agit de parler du bilan des 48 jours d'affrontement ayant provoqué près de 15 000 morts, 7 000 disparus, 36 000 blessés et 1,7 million de déplacés du côté palestinien. En ce qui concerne Israël, plus de 1300 morts, plus de 7 650 blessés, 239 personnes enlevées, 28 disparus et 500 000 déplacés. Nous voyons bien de quel côté penche le rapport de force. Et surtout, même si cette trêve est bienvenue, évidemment, et a des chances d'être prolongée, elle ne réglera pas du tout les causes profondes d'un conflit aux épisodes sanglants qui recommencera inévitablement, comme c'est le cas depuis 75 ans, tant que ne seront pas abordés par les puissances dites occidentales, à commencer par Israël, les sujets décisifs. Et ces sujets décisifs, ils sont très bien connus. Le droit au retour des Palestiniens chassés de leurs terres en 1948-1949. Les Palestiniens d'ailleurs parlent de Nakba, de la catastrophe. Le droit à un État pour leur nation, et non à des camps à ciel ouvert et des confitis de territoires, de fait soumis d'ailleurs à la colonisation. Et justement, la fin de la colonisation qui se poursuit dans les grandes largeurs en Cisjordanie est indispensable. Comme le signale d'ailleurs France Info, plus de 470 000 personnes vivent dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, c'est-à-dire 15% de la population totale de Cisjordanie. Cela représente aujourd'hui 5% de la population israélienne. Et le nombre d'habitants dans ces implantations progresse, selon les chiffres du Bureau central des statistiques israéliens, au rythme moyen de 10 000 nouvelles personnes par an. Toujours, d'après France Info, au total, 146 colonies de peuplement sont implantées en Cisjordanie, selon l'ONG israélienne Peace Now, qui se décrit comme un mouvement sioniste de gauche prônant une solution à deux États. Il faut également y ajouter 144 avant-postes des colonies qui ne sont pas reconnues par l'administration israélienne. Rappelons au passage que depuis le 7 octobre 2023, plus de 200 Palestiniens ont été tués par des colons et des soldats israéliens en Cisjordanie, selon le ministère de la Santé palestinien. Ne soyons donc pas surpris si un nouveau cycle de violence éclate au Proche-Orient, tant l'aveuglement et l'alignement prédominent chez les puissances dites occidentales au sujet de la théocratie fasciste israélienne, expression émanant des propos du maire de Tel Aviv, Ron Hulday. Israël qui, de fait, poursuit en toute impunité la colonisation à grande échelle jusque dans le Golan et à Jérusalem. Le chiffre de la semaine à présent, un chiffre rond, simple, mais important, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. C'est le montant des droits TV que souhaite obtenir le président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, pour la Ligue 1, pour le championnat de France de Ligue 1, pour les 5 saisons de la période 2024-2029. À ceci près que cette ambition tourne pour le moment au fiasco historique. En effet, mercredi 22 novembre, l'actuel président de la LFP a été interrogé dans le cadre de la commission d'enquête sur les défaillances des fédérations sportives, commission d'enquête au sein de l'Assemblée nationale. Et il est notamment revenu sur la difficulté de la vente des droits TV de la Ligue 1. Vincent Labrune espérait obtenir 1 milliard d'euros en comptant la vente des droits à l'étranger et en France. Finalement, les négociations n'ont abouti à rien et vont devoir se poursuivre en gré à gré avec les différents diffuseurs comme Amazon, DAZN, beIN ou Apple. Pourtant, une nouvelle solution semble émerger à travers un accord avec le fonds CVC, actuel actionnaire à 13% de la société commerciale LFP Média. Une solution appuyée d'ailleurs par l'immense majorité des présidents de clubs professionnels, y compris en ce qui concerne la répartition des droits TV entre les différents clubs. Il est vrai que les patrons des clubs souhaitent éviter un nouveau fiasco après celui réalisé par Mediapro en 2020 et que Vincent Labrune veut mettre le football français de club sur le podium des grands championnats européens à l'horizon 2027-2028. Mais il prend un risque considérable, car ce fameux accord avec le fonds CVC comporte un loup, comme le rapporte l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Christophe Boucher, un poste d'ailleurs qu'occupa Vincent Labrune entre 2011 et 2016. En effet, selon Christophe Boucher, au lieu de toucher 100%, il y a un fonds qui a pris 13% des droits de la LFP,
qui a donné de l'argent en avance, mais qui en contrepartie touche à vie 13% de l'ensemble des revenus. Ce ne sont pas uniquement les droits TV. Pour simplifier, ce sont, il faudrait dire d'ailleurs, 13% sur la très large majorité des revenus globaux de la LFP, c'est-à-dire les droits TV, les droits commerciaux et les droits des paris en ligne, explique l'auteur récent de Main basse sur l'argent du football français. Main basse pour des mains sales, on s'en doute. Et en tout cas, l'avenir du football de club français pourrait être fortement chamboulé dans les semaines à venir, à condition qu'un accord final soit signé. L'image de la semaine, à présent, eh bien, transition toute trouvée, puisqu'il s'agit d'un terrain de football, mais un terrain de football inondé au Kenya après le passage d'El Niño. Cette photographie date du lundi 20 novembre 2023 et montre, comme le rapporte Slate, des enfants qui nagent dans un terrain de football inondé à la suite des crues soudaines dans le comté de Garissa. Et Slate précise que la Corne de l'Afrique, qui ne s'est pas encore relevée d'une sécheresse dévastatrice, a subi des pluies diluviales liées au phénomène climatique El Niño. Ce dernier a provoqué d'importantes inondations, qui ont fait plus de 70 morts au Kenya, mais ont aussi touché la Somalie ou encore l'Éthiopie. En réalité, le bilan est beaucoup plus sombre, comme le précise RFI le même lundi 20 novembre, puisque d'après les Nations Unies, en un mois, les inondations ont déjà tué plus de 110 personnes dans toute la Corne de l'Afrique et déplacé plus de 770 000 autres. En Somalie, des villes comme Beledweyne, dans le centre du pays, sont sous les eaux. Et globalement, l'ONU estime à 1,2 million les personnes affectées par les intempéries. Les hauts plateaux éthiopiens subissent également inondations et glissements de terrain. La ville de Mombasa, deuxième ville du pays située sur le littoral de l'océan Indien, est complètement inondée, ce que prouve d'ailleurs la circulation automobile au cœur de la ville. De fait, toute la Corne de l'Afrique subit de plein fouet le phénomène climatique El Niño, un réchauffement des océans Indien et Pacifique qui se traduit par de fortes pluies. Preuve s'il en était d'ailleurs, une fois de plus, de l'urgence de mener le combat environnemental comme le fait le PRCF à travers son manifeste écologique et ses diverses productions. En rappelant cependant que la solution ne résidera pas dans un vote élevé, une Europe verte, une finance verte ou un développement durable servant de caution à un prétendu capitalisme vert. Non, la solution réside plus que jamais dans la rupture avec le capitalisme et ses institutions de malheur, que sont le FMI, l'OMC, la Banque mondiale, mais aussi l'UE du capital, l'euro et l'OTAN, qui nourrissent une dynamique mortifère pour la planète. Et si pour le moment ce sont surtout les pays dits du Sud qui sont malheureusement et scandaleusement affectés, attendons-nous à nous retrouver à de tels phénomènes démultipliés dans les pays dits du Nord, si nous laissons la dynamique folle du capitalisme poursuivre son entreprise exterministe sur Terre. La personnalité de la semaine à présent, il s'agit de Geert Wilders, victorieux des élections législatives aux Pays-Bas. Comme le précise France 24 le 24 novembre 2023, le Parti de la Liberté a remporté mercredi les législatives aux Pays-Bas. Mercredi, précisons 22 novembre. Même s'il va devoir composer avec d'autres tendances politiques pour former un gouvernement de coalition, le candidat de l'extrême droite Geert Wilders sort grand vainqueur de ce scrutin. Une consécration pour ce Donald Trump des Pays-Bas, anti-islam, anti-UE et sous protection policière depuis 2004. Voilà qui en jette sur ce nouvel Uluberlu qui a remporté 37 sièges sur 150, loin devant les 25 sièges de l'Alliance travailliste écologiste dirigée par l'ancien commissaire européen Frans Timmermans, vous voyez le beau résultat de cette Union européenne du capital, et les 24 sièges du Parti populaire pour la liberté et la démocratie du Premier ministre sortant Mark Rutte. Deux traits dominent le portrait de Geert Wilders selon un article de Mediapart de 2017. Il est pour l'interdiction du Coran, la fermeture des mosquées et la sortie de l'Union européenne. Alors s'agissant de la haine de l'islam, elle est clairement devenue sa marque de fabrique politique, puisque Geert Wilders compare notamment cette religion au nazisme et le Coran à Mein Kampf d'Adolf Hitler, ce qui lui vaut d'être poursuivi en justice pour incitation à la haine. En 2008, il diffuse sur Internet un film décrié, Fitna, qui provoque de vives réactions dans le monde musulman. D'une durée de 15 minutes, la vidéo fait l'amalgame entre islam et terrorisme, mêlant des versets du Coran à des images d'archives des attentats du 11 septembre de Madrid et de Londres. De ce point de vue, il n'y a aucun doute sur sa haine de l'islam. Par contre, s'agissant de sa volonté de sortie de l'Union européenne, le doute est davantage permis. Car si officiellement Geert Wilders appelle au Nexit, cela ne l'empêche pas d'être candidat, comme par exemple lors des élections européennes de 2014 et d'être élu au Parlement européen, où il ambitionne même de créer un groupe europhobe aux côtés de Marine Le Pen,
qui a d'ailleurs été l'une des premières à le féliciter après sa victoire mercredi 22 novembre. Rappelons d'ailleurs à ce sujet que toute l'extrême droite pseudo-souverainiste, Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan en France, Meloni ou Salvini en Italie, Vox en Espagne, Orban en Hongrie, etc., loin de chercher à quitter l'UE une fois que cette extrême droite accède au pouvoir, et d'ailleurs Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan l'ont clairement affirmé, eh bien cette extrême droite veut plutôt faire de l'UE une forteresse civilisationnelle contre les périls extérieurs soi-disant musulmans, arabes, africains, chinois, russes, latino-américains, et bien entendu bolcheviques. Exactement comme le firent les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. En réalité, le Frexit ne peut être que progressiste, parce qu'il porte la lutte des classes en France à un point d'ébullition inacceptable pour le patronat. Rappelons que le MEDEF a opté très vite pour le grand marché européen, comme le rappelle d'ailleurs son manifeste besoin d'air publié en février 2022. En tout cas, après la victoire de l'anarcho-capitaliste Javier Milei en Argentine, le succès du réactionnaire anti-musulman et anticommuniste Geert Wilders aux Pays-Bas démontre plus que jamais la nécessité vitale de rompre totalement et définitivement avec une Union européenne qui galvanise l'extrême droite, au même titre d'ailleurs que ses plus farouches défenseurs comme la Macronie, un véritable carburant de la fascisation et certainement pas un barrage antifasciste. La déclaration de la semaine. Elle est signée Brice Couturier. La culture du viol, c'est une spécialité du Hamas, pas des sociétés occidentales. Elle est en date du mardi 21 novembre 2023, et rappelons que Brice Couturier, éditorialiste et essayiste fanatique, a quitté France Culture et a même été viré de l'hebdomadaire Torchon Franc-Tireur après un message en 2022 qui accusait la Russie d'être derrière les tensions survenues au Stade de France en mai 2022 en marge de la finale de football de Ligue des Champions qui opposait le Real Madrid et Liverpool à Saint-Denis. Brice Couturier est qualifié de macroniste radicalisé, traduisez en fait zémouriste avéré, par arrêt sur image. Et il se lâche depuis la reprise du cycle sanglant au Proche-Orient le 7 octobre dernier. Et finalement, cette dernière sortie résume à elle seule ce qu'est l'individu. Toujours plus dans l'invective et dans la dérive civilisationniste, exactement comme l'extrême droite réactionnaire et fascisante. Parce que bien entendu, pour Brice Couturier, la culture du viol, faisant implicitement référence d'ailleurs à l'ouvrage L'insécurité culturelle de feu Laurent Bouvet qui opérait alors au sein du printemps républicain pour qui les musulmans étaient en réalité le problème, eh bien la culture du viol, c'est bien connu, n'existe pas dans ce qu'il appelle avec ses amis l'Occident. D'ailleurs, il suffit de voir le problème structurel qui en réalité frappe l'Église catholique, au sein de laquelle, selon un rapport publié en octobre 2021, il y avait eu 216 000 victimes mineures de violences sexuelles commises par des prêtres et des religieux depuis les années 50. Et même 300 000 si on ajoute les animateurs de chorale ou les encadrants de jeunes scouts. En assumant la responsabilité de l'Église dans le scandale des abus sexuels, Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a fait un nouveau pas en direction des victimes. Ces actes pédocriminels ont été rendus possibles par un contexte général, des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l'Église. Réunis à Lourdes, les 120 évêques ont pris cette décision par vote, un mois tout juste après la publication du rapport Sauvé qui recensait plus de 330 000 victimes. S'il reconnaît qu'il s'agit d'une étape historique, François Deveau, fondateur de l'association La Parole Libérée, reste prudent pour la suite. Il faut rétablir la confiance. Si les évêques étaient attendus sur cette question de la responsabilité institutionnelle, le pape l'est encore davantage. Pour le moment, François n'a toujours pas franchi ce pas. Les évêques de France ont également promis d'indemniser toutes les victimes en écartant la piste controversée d'un financement par les dons des fidèles. On se demande si Brice Couturier est également au courant des agressions envers les femmes perpétrées par des criminels comme Dominique Strauss-Kahn, Olivier Duhamel, Patrick Poivre d'Arvor ou Jean-Marc Morandini. En somme, Brice Couturier est l'un des meilleurs chiens de garde de l'ordre euro-atlantique. Sombrant dans le complotisme prétendument combattu par ses anciens amis de francs-tireurs, voyant dans la Russie, la Chine, les musulmans sous couvert d'islamisme et les régimes anti-impérialistes d'Amérique latine, mais aussi voyant dans les syndicalistes de combat, les gilets jaunes et bien entendu les forces politiques progressistes, à commencer par les communistes, eh bien le danger à éliminer. Rappelons d'ailleurs que fin avril 2023, Brice Couturier dénonçait une idéologie médiatique au sujet des retraites,
déclarant dans Le Point « Avec la réforme des retraites, je suis vraiment surpris, le mot est faible, de la ligne éditoriale adoptée par France Inter. La sympathie de journalistes pour les détracteurs de la réforme peut se comprendre, puisqu'ils sont concernés comme les autres salariés. Que la déontologie journalistique, qui doit équilibrer les opinions, disparaisse au profit d'un parti pris généralisé en faveur des syndicats et ou manifestants pose question. On a frisé l'intox. Intoxication qui ne dérange pas bien sûr ce macroniste radicalisé quand les médias parlent d'Europe, d'Ukraine, d'Israël ou de son modèle états-unien à la sauce Biden. L'infolute de la semaine, eh bien pour faire le parfait pendant avec ce qui vient d'être dit, c'est la grève à France 3 qui a débouché sur un appel à un vendredi noir le 24 novembre à la télévision. Un appel lancé par l'intersyndicale, SNJ, CGT, CFDT, FO, Sud, l'intersyndicale de France Télévisions, a gardé un écran noir sur les 23 antennes régionales, la Corse étant à part, à l'heure des journaux télévisés du 12-13 et du 19-20. Comme le précise Télérama, un mot d'ordre qui survient au 17e jour de grève pour dénoncer les conditions de travail détériorées depuis le 4 septembre, date du lancement des JT 100% régionaux du midi et du soir. Manque de personnel, notamment de script, charge horaire exponentielle qui conduit à 14 accidents du travail selon les syndicats. Et Télérama précise que jeudi, 23 novembre 2023, lors d'un comité du groupe, ces derniers, les syndicats, ont interpellé la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, et ont demandé à être reçus par la direction. Dans un premier temps, elle, Delphine Ernotte, nous a renvoyé avec dédain à Philippe Martinetti, le directeur du réseau régional de France 3, raconte Pierre Mouchel, secrétaire général de la CGT France Télévisions. Après une suspension de séance, la patronne de France Télévisions, apostrophée une seconde fois, a proposé une rencontre en fin de semaine prochaine, donc la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Une provocation teintée de mépris pour les salariés, s'insurge un communiqué commun de l'intersyndicale. Les représentants ont aussitôt quitté le comité. On ne sera pas surpris par une telle confrontation, quand on sait que Delphine Ernotte, nommée à la tête de France Télévisions par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui désormais s'appelle Arcom, en 2015 puis de nouveau en 2020, a débuté à France Télécom, euro-privatisée et transformée en Orange. Au passage, la même Delphine Ernotte est devenue présidente de l'Union européenne de radio-télévision le 1er janvier 2021, contribuant un peu plus à la propagande euro-atlantique décomplexée sur France Télévisions. Et raison de plus pour soutenir le combat des journalistes, à distinguer d'ailleurs des élitocrates et des stars de la profession agissant comme de véritables petits télégraphistes de Macron, MEDEF et de l'Axe-UOTAN. Contrairement d'ailleurs à des milliers de journalistes et de pigistes précarisés. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la bataille médiatique est un combat central. Comme le disait déjà Lénine, et comme l'a déjà signalé à plusieurs reprises le PRCF, qui mène ce combat indispensable face aux forces euro-atlantiques, y compris bien sûr l'extrême droite réactionnaire et fasciste. À propos de fascisme, voici l'info facho de la semaine. Eh bien, il s'agit de la ratonnade de l'extrême droite à Romans-sur-Isère, après la mort dramatique du jeune Thomas. Puisque Libération nous apprend que samedi 25 novembre 2023, à la suite du dramatique et inacceptable assassinat du jeune adolescent Thomas, le 19 novembre 2023, à la fin d'un bal dans la commune de Crépol, dans la Drôme, des identitaires néo-nazis ont organisé une expédition punitive dans le quartier dont sont originaires certains suspects interpellés dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune homme. D'autres appels à manifester de la même mouvance ont été lancés. Le tout agrémenté bien sûr par des slogans on ne peut plus clairs. Islam hors d'Europe. La rue, la France nous appartient. Une descente a eu lieu à Romans-sur-Isère, et plus précisément dans le quartier de la Monnaie, où ont éclaté de violents affrontements, car parmi les manifestants, certains ont renversé des poubelles et mis à feu des containers. D'autres étaient armés de barres de fer, se heurtant toutefois aux habitants du quartier sous le choc, à l'image de ce témoignage. Je suis né ici, 58 ans ici. Ça fait peur ce qui se passe. On pense à la famille de Thomas. Mais la justice sera faite de toute manière. Ça sert à rien de se faire justice soi-même. Des slogans nationalistes scandés par une trentaine d'individus encagoulés. Impossible de dire si ce défilé d'ultra-droite à Rennes a un lien avec le meurtre du jeune Thomas dans la Drôme. Mais ces derniers jours, des actions similaires se multiplient partout en France, comme ici à Reims ou encore à Annecy.
Une des craintes les plus importantes, notamment du gouvernement, c'est qu'il y ait un AL à l'envers, un mouvement de rétorsion, d'expédition punitive, d'émeute, après la mort d'un jeune tué par une bande ou un groupe, et si possible issu des quartiers, des cités ou de l'immigration. Ce samedi soir, c'est bien un Romans-sur-Isère que l'ultra-droite française s'est donné rendez-vous. Une descente, quartier de la Monnaie d'où sont originaires plusieurs agresseurs de Thomas, 16 ans. 80 personnes, armées de barres de fer et de bâtons, venues de toute la France. L'ultra-droite, ce sont des gens qui sont hostiles à la démocratie en général, qui ne cachent pas leur xénophobie et qui sont dans une optique consistant à réagir immédiatement à des faits d'ultraviolence qui se sont produits. Les forces de l'ordre qui s'attendaient, selon les termes du renseignement territorial, à une expédition vengeresse et coordonnée avaient été déployées. Elles ont essuyé plusieurs jets de projectiles. Ils pensent désormais que les forces de l'ordre ont trahi leur serment de servir la loi et l'ordre. Les services de renseignement recensent environ 3300 militants d'ultra-droite sur tout le territoire. Parmi eux, 1300 individus violents, fichés S. Ainsi sévissent désormais dans la rue de manière décomplexée des milices d'ultra-droite. Comme l'avait déjà fait d'ailleurs le comité du 9 mai, en mai 2023, lorsque des centaines de néo-nazis avaient marché dans les rues de Paris en souvenir de l'un des leurs, et avec des slogans toujours plus haineux, sans que Gérald Darmanin ait alors jugé bon d'interdire ce déferlement de haine. Voilà pourquoi se poursuit malheureusement cette fascisation décomplexée et galopante contre laquelle il faut lutter à tout prix, tout en prenant à bras la question réelle des violences au sein de notre pays. L'Union européenne au quotidien. Eh bien, c'est cette proposition majeure du Parlement européen pour la révision des traités dans le sens de l'État fédéral européen. Notons que c'est la presse quotidienne régionale qui le signale le plus. Le Parlement européen a en effet adopté le mercredi 22 novembre une résolution proposée par une coalition de libéraux et de prétendus socialistes sous la houlette de Guy Verhofstadt. Verhofstadt, c'est un équivalent d'Emmanuel Macron en Belgique, tendant à la révision des traités dans le sens des États-Unis d'Europe. Il est notamment prévu, en vue de l'élargissement programmé à 35 États, dont l'Ukraine, de supprimer le droit de veto des États membres pour les questions de politique étrangère et de fiscalité, c'est-à-dire les domaines fondamentaux à la base de toute souveraineté, signant ainsi la mort programmée des nations. Un projet qui correspond parfaitement aux vœux d'Emmanuel Macron en faveur de la souveraineté européenne, mais aussi du manifeste besoin d'air du MEDEF, on en a parlé tout à l'heure, publié en février 2012. En tout cas, un projet contraire aux intérêts des travailleurs, ce que dénonçait déjà Jean Jaurès en 1898, lorsqu'il déclarait « Nous savons que dans l'état présent du monde et de l'Europe, les nations distinctes et autonomes sont la condition de la liberté humaine et du progrès humain. Tant que le prolétariat international ne sera pas assez organisé pour amener l'Europe à l'état d'unité, l'Europe ne pourra être unifiée que par une sorte de césarisme monstrueux, par un saint empire capitaliste qui écraserait à la fois les fiertés nationales et les revendications prolétariennes. Nous ne voulons pas d'une domesticité internationale. Nous voulons l'international de la liberté, de la justice et du droit ouvrier. Évidemment, ce texte a été approuvé par la Macronie, mais aussi par le PS et EELV et une partie de la droite LR. A noter qu'après une approbation du texte initial, Manon Aubry et les Insoumis ont finalement rejeté ce texte infâme. Un texte qui illustre parfaitement le saut fédéral européen porté par Macron et qui sera le grand enjeu de casse nationale et de lutte des classes en juin prochain. Car comme le disait très bien Lénine le 23 août 1915, les États-Unis d'Europe sont en régime capitaliste, ou bien impossible, ou bien réactionnaire. Raison de plus pour adopter la seule attitude de classe lors du prochain scrutin européiste du 9 juin 2024, c'est-à-dire le boycott citoyen massif d'un scrutin qui n'aura pour seul objectif que d'approuver le projet fédéraliste En Marche et de légitimer l'extrême droite euro-atlantique comme soi-disant alternative à la Macronie. Pour finir, cette semaine, l'actualité idéologique nous amène du côté de Saint-Denis, puisque nous avons appris que la compagnie Le Tambour des Limbes arrive au Théâtre de la Belle Étoile. C'est le journal toulousain qui le signale le jeudi 23 novembre, précisant que cette situation accentue les tensions entre la compagnie Jolimôme et la mairie PS de Saint-Denis. À raison, puisque la compagnie estime fort justement être évincée du théâtre qu'elle a créé par la mairie.
au profit d'une compagnie qui se trouvait jusqu'alors au théâtre Les Déchargeurs à Paris. Le maire PS s'est bien entendu lancé dans des justifications alambiquées, animées par la volonté de la municipalité d'élargir l'offre culturelle de la ville en repensant et réinventant le lieu pour les 5 prochaines années. Très belle langue de bois. Réinventer un lieu. Un lieu qui avait la mauvaise idée pour la mairie PS d'être un pôle de résistance idéologique et politique, contre la fascisation, contre le capitalisme, contre les guerres impérialistes, contre toutes les forces obscurantistes. Bien entendu, le PRCF soutient totalement la compagnie Joli Môme dans toutes ses initiatives et remercie encore d'ailleurs la compagnie pour lui avoir permis de tenir le meeting du 11 novembre 2023 à la Belle Étoile en faveur de la paix. Et d'ores et déjà, le PRCF participera au festival Hypernova du 15 au 17 décembre prochain à Saint-Denis, aux côtés de nombreuses autres associations politiques, syndicales et culturelles, afin de porter de nouveau le témoignage de la solidarité auprès des artistes, des camarades et des travailleurs de Joli Môme. Car le combat aux côtés de Joli Môme symbolise celui de toutes les forces progressistes contre la fascisation accrue, à laquelle contribue d'ailleurs la fausse gauche, par ses positionnements toujours plus hostiles aux forces populaires et aux travailleurs. Et c'est un combat qu'il vise aussi à rappeler que Joli Môme se bat pour garder le contrôle sur son outil de travail. Et à défaut de garder le contrôle sur l'outil de travail, c'est ce combat pour prendre possession de l'outil de travail qui est nécessaire et qu'il faut continuer de mener, en plus bien entendu de la bataille idéologique à laquelle contribue le PRCF à travers sa revue de presse, que nous vous invitons à diffuser, à partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok également. Bien entendu, consultez le site Initiative Communiste, abonnez-vous à la revue Étincelle et au journal Initiative Communiste. Et plus que jamais, la bataille pour cette nouvelle hégémonie progressiste, une nouvelle hégémonie culturelle progressiste est indispensable, tout comme la bataille pour boycotter à fond l'Union européenne de malheur, qui visera tout simplement à la disparition pure et simple des travailleurs et du pays le 9 juin prochain. Rejoignez le PRCF et les Jeunes pour la Renaissance communiste en France. Le combat continue, camarades.